Bref, donc, passons à notre quatrième joueur du jour, du coup. On est encore sur quelqu'un qui a peut-être pas une demi-décennie, mais en tout cas une cassure au milieu, c'est Wesley Matthews, encore une fois, qui lui fait quand même 10 saisons complètes sur la décennie. Et on va voir que très complète. 13,6 points de moyenne sur cette décennie, 33 minutes par match de moyenne sur l'ensemble de la décennie. Et le minutage complet, il est à plus de 23 000 minutes. C'est tout simplement le 7e plus gros total de la décennie. Et même en termes de matchs, il est à 709 matchs. C'est le 13e plus gros total de la décennie. Donc voilà, on est sur quelqu'un d'assez fiable. Et d'ailleurs, petit raccourci pour une fois, je vais dire son surnom de suite, c'est Iron Man, bien sûr. Au niveau de NBDraft.net, comparaison. Alors oui, j'ai pas dit, pas de récompense individuelle, bien sûr, ni de All NBA, ni de All Defense. NBDraft.net, pour eux, c'était Damien Wilkins à l'époque. Ouais. Voilà. Il a fait un peu mieux. Et pour Draft Express, le meilleur scénario possible, c'était Dante Jones. Ouais, je pense qu'il a fait mieux aussi. Oui. Et le pire, c'était Keith Bogans. Ah oui, d'accord, ouais. Oui. Voilà. Ouais. Moi, d'instinct, j'aurais peut-être inversé Keith Bogans et Dante Jones d'ailleurs. Oui, les deux sont un peu similaires. Ouais. Mais bref. Du coup, pour son parcours, il a 24 ans au début de notre décennie. On peut rappeler quand même qu'il est de la draft 2009 du coup, mais non drafté. Et donc en fait, il sort d'une saison 2010 où il est non drafté, il signe à Utah et il finit titulaire. Il finit titulaire dans une équipe qui va au deuxième tour des playoffs avec le Jazz de Deron Williams et Carlos Boozer. Et donc, malheureusement, comme il était free agent non signé, non drafté, il n'avait pas un contrat qui était sécurisé. Et du coup, après un an à Utah, il signe à Portland. Et du coup, on est dans notre décennie, ça y est, on y arrive. Et donc 2011, il part pas titulaire non plus, parce qu'il y a pas mal de monde sur les lignes arrière et à l'aile. Notamment, il est derrière Batum et Brandon Roy, mais il finit titulaire à la fin de l'année, parce que Brandon Roy a un peu des blessures et parce qu'il passe devant Batum, notamment aussi. Et donc, au final, il fait 69 titularisations sur 82. C'est quand même pas mal, à 34 minutes par match en moyenne, 16 points. Du bon Wes Matthews dès le début. Playoff 2011 contre Dallas, ils perdent contre Dallas, au premier tour évidemment. 2012, pas de playoff pour Portland, mais lui est toujours bon, 34 minutes par match, 14 points. 2013, pareil, pas de playoff pour Portland, mais lui, il fait ses 35 minutes par match dans son rôle de 3&D, pas de souci de ce côté-là. 2014, Robin Lopez arrive. Ah tiens, comme à Chicago, avec Dwayne Wade et Rajon Rondo, mais bref. Robin Lopez arrive et du coup, l'équipe devient compétente, puisque quand tu remplaces J.J. Hickson par Robin Lopez, c'est bien. Et du coup, là, on a enfin des playoffs de nouveau pour Portland. Ils battent Houston, la fameuse série avec le tir de Damian Lillard, et ils se font écraser par San Antonio au deuxième tour. Et lui, encore une fois, inutile de le préciser, 16 points, 34 minutes de jeu en moyenne. 2015, encore une grosse saison collective pour Portland. Lui est à 34 minutes, encore une fois, 16 points. Enfin, c'est toujours pareil, c'est là. Un monument de constance pour l'instant. Malheureusement, il y a une blessure en fin de saison. Blessure au tendon d'Achille, donc assez costaud. Et du coup, il manque les playoffs 2015, comme Aldridge, il me semble. Donc voilà, et puis été 2015, l'équipe de Portland est explosée. Aldridge va à San Antonio et lui, il va du côté de Dallas en tant que free agent. Notamment, il aurait dû y avoir DeAndre Jordan, cette free agency-là, mais il n'y est pas allé cette année-là, tu t'en souviens. Et du coup, saison 2016 à Dallas, titulaire, 34 minutes par match, playoff contre KC au premier tour. 2017, pas de playoff, 2018, pas de playoff, mais lui, toujours un temps de jeu majeur, et voilà, comme d'habitude avec Wes Matthews. Et puis, saison 2019, après 2 saisons médiocres, Dallas a récupéré Doncic, mais lui se fait échanger. Il est dans le trade de Porzingis, mi-saison 2019. Il va à New York. Ensuite, il y a un buyout et il est libéré par New York. Et puis, il signe à Indiana. Et puis, il finit joueur important de cette rotation, et notamment titulaire en playoff, si je dis pas de bêtises, avec les Pacers qui se font éliminer par Boston au premier tour. Et puis 2020, il signe à Milwaukee, et là encore, titulaire dans une très bonne équipe de Milwaukee, presque historique, cette équipe 2020 de Milwaukee, qui malheureusement se fera éliminer dans la bulle au deuxième tour, mais qui était une excellentissime équipe de saison régulière. Et là-dedans, lui, il est plus à 35, il est que à 25 minutes par match en moyenne, mais encore titulaire, encore un niveau sur ses minutes, moi je trouvais quasi all defense. Donc voilà pour la décennie très très complète de Wesley Matthews. Et pour le coup, j'ai envie de dire, on a à la fois une longévité qui est folle, mais surtout avec un profil extrêmement valuable sur ces 10 années. Oui, et puis alors, pour ajouter une stat au long parcours de Wesley Matthews, sur toute la décennie, c'est le 6e au nombre de 3 points marqués.
Ouais. Ce qui indique quand même son efficacité et puis son côté très contemporain, quoi. C'est vraiment un joueur très utile. C'est son gros point fort. En fait, il y a pas grand chose à dire sur Wesley Matthews du point de vue du joueur. C'est pas un joueur ultra complexe à définir, à étudier. Oui, c'est juste le 3&D parfait, quoi. Presque. Voilà, c'est ça. On peut s'arrêter là, quoi. Qui était presque un peu plus que ça, je trouve, avant sa blessure, où c'était possible de lui donner un peu la balle, il était capable d'un peu créer, et on voit très bien d'ailleurs que quand, dans les stats, après sa blessure, il y a son efficacité qui baisse au cercle, et dans l'efficacité, dans la manière d'aller au cercle, ce qui est toujours un signe, c'est que il avait perdu un peu en explosivité, même si ça avait jamais été Westbrook non plus, mais il est devenu un peu plus limité, quoi, alors que c'était un joueur qui était capable de faire les choses un peu basiques de drive, voire même un peu de playmaking, où il était pas mauvais. C'est le joueur ultra précieux par excellence. Et j'ai pas grand chose à en dire finalement, parce que c'est vrai que c'est un modèle en plus pour un joueur non drafté, quoi. C'est vraiment impressionnant, et c'est assez marrant de voir d'ailleurs que dans la même draft, il y a lui, qui est pas drafté, et Danny Green, qui est drafté très bas au 2e tour, et qui ont une carrière un peu semblable en fait, avec plus de titres pour Danny Green. Mais sachant que les deux aujourd'hui en 2020 ou 2022 seraient draftés pour moi dans le top 20. Oui, sans doute. Assez facilement. C'est juste que, alors en plus lui il avait un côté au-delà de son profil 3&D, c'était, je crois qu'il était assez âgé, entre guillemets, âgé pour un prospect. Enfin, c'était pas un freshman, quoi. Donc il y a toujours eu en plus ce biais-là de la part des équipes. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément à dire de point de vue de son profil, parce qu'il est là depuis longtemps, tout le monde le connaît, et il n'a pas trop changé. C'est pour moi le 3&D parfait, c'est-à-dire parfait dans le sens excellentissime, à la fois à 3 points et en défense. C'est vrai que c'est pas, ça peut être une qualification assez large, hein, le 3&D. On a fait un podcast là-dessus assez récemment. On peut voir qu'il y a des variations, il y en a certains qui sont plus forts à 3 points, d'autres en défense. Lui, pour le coup, il était vraiment très très bon sur les deux, je trouve. Et tu parlais de cette stat là, 6e plus gros total à 3 points, ça de la décennie. C'est vrai que c'est aussi ça que j'avais noté, c'était un des premiers gros artilleurs à 3 points quand ça a commencé grosso modo à exploser, hein, la révolution du 3 points en termes de volume en NBA au milieu de la décennie, on va dire. Et j'ai même ce souvenir que oui, effectivement, c'était entre, on va dire, 2013 et 2015. Sur Basketball Reference, il mettait parfois les stats un peu à jour au cours de la saison. Et il y avait toujours le duel où c'était entre Curry, Klay Thompson, Wesley Matthews et Lillard. J'avais l'impression que pendant 2-3 ans, c'était eux qui étaient les 3 en haut du classement des 3 points. Toujours, pendant toute cette période-là. Il était vraiment sur un énorme volume. Il fait 4 fois top 10 entre 2012, 13, 14 et 15 sur ces 4 saisons-là, dont une pointe à 7,4 tentatives par match en 2015, ce qui est très tôt, hein, pour prendre un tel volume, et c'était le 2e total de NBA d'ailleurs, derrière Klay Thompson. Et là encore, j'ai parlé un peu de la stat du 3-point rate plus, avec Ray Allen, donc à quel point ton volume est plus grand, penche vers le 3 points plus que la moyenne NBA de l'époque. Là encore, on est sur quelqu'un qui est au niveau de plus 100% par rapport à la moyenne, donc encore une fois très très haut par rapport à la moyenne, et encore une fois l'équivalent aujourd'hui, ça serait Duncan Robinson. Et puis surtout, au-delà du volume, il y avait l'efficacité. Il était à 40% sur cette période à Portland, et quelqu'un qui, je trouve, faisait plus que les simples trucs un peu statiques. Il y avait un peu de shoot en mouvement, il y avait un peu de shoot en transition, il y avait un peu de shoot en sortie d'écran, même si c'est pas Ray Allen, même si c'est pas Stephen Curry ou JJ Redick, c'est pas ce mouvement extrême, mais il y avait quand même un peu plus de mouvement que juste le mec le PJ Tucker, quoi, on va dire. Donc il y avait ce côté-là, et puis pour te rejoindre aussi, c'est vrai qu'avant sa blessure, on avait quelqu'un qui avait quand même, mine de rien, un mini turbo, on va dire. J'ai revu la série contre Dallas en 2011. J'étais surpris à quel point, parce que je savais qu'effectivement il avait un peu baissé avec sa blessure, mais j'étais surpris à quel point il avait un petit turbo, vraiment, ouais, pour répéter l'expression, où sur drive, il avait un coup de rein qu'il n'a plus, évidemment. À la fois sur drive, il faisait même des alley-oops du côté de Portland, parfois, jusqu'en même 2014-2015, il y avait des systèmes pour lui avec des alley-oops ou des backdoors. Et puis même, tu sais, il faisait beaucoup de post-up aussi. On l'a pas dit, mais c'était quelqu'un de très costaud par rapport à son poste. Donc il y avait ce genre de possibilité de faire des mismatchs au poste bas, et même le fameux Paul Pierce cut depuis le corner ligne de fond jusqu'au panier pour faire un post-up proche du panier. Presque dans les années 2010, on aurait pu appeler ça le Wesley Matthews cut. Donc voilà, c'est profil assez complet, mais qui finalement, t'as l'air de me rejoindre un peu aussi. Finalement, post-blessure,
non seulement son niveau a baissé, mais en plus, il a été dans des équipes un peu plus moyennes, quoi, malheureusement. Ouais, effectivement. Alors, c'est mieux sur la fin, sur les 2 dernières saisons, même s'il choisit mal son timing. Non, sur la dernière saison, il choisit mal son timing parce que il est à Milwaukee l'année avant le titre, il est aux Lakers l'année après le titre. Ouais. Pour avoir une bague. Mais oui, il y a toute une période là. D'ailleurs, j'avais complètement oublié qu'il avait joué 2 matchs à New York. Bah, je te dis, c'est le trade de Porzingis. Ouais, ça m'avait complètement échappé. Même son passage à Indiana est pas resté dans les mémoires non plus. Quand on commence à bouger comme ça beaucoup, c'est toujours un peu moins bon signe, quoi. Ouais, mais même dans des équipes moyennes, il restait un joueur qui voilà, est toujours titulaire, quoi. Il y a pas de mystère. C'est le joueur que tout coach veut avoir, j'imagine aussi. Donc, ouais. Oui, puis tu parlais de timing avec les Lakers et Milwaukee. Ici, il y a Dallas, le timing est pas très bon non plus, quoi. C'est la pire période de Dallas sur cette décennie, quoi, malheureusement. Alors, ils font les playoffs une fois en 2016, mais ensuite, c'est un peu... voilà. C'est la fin de Nowitzki et c'est les 3 saisons avant la draft de Doncic, quoi. Et c'est censé être une grosse cuvée de recrutement de Dallas, encore une fois, avec à la fois Wes Matthews et DeAndre Jordan. Bon, DeAndre Jordan, il y a eu la fameuse affaire où les Clippers sont revenus, l'ont enfermé dans la chambre pour pas qu'il aille signer son contrat. Finalement, il est allé aux Clippers, il est retourné aux Clippers. Et puis Wes Matthews aussi, voilà, il signe son contrat après être blessé. Oui, et il signe un gros contrat en plus. C'est ça, ouais. Mais je pense que Dallas le ciblait depuis longtemps, quoi. Et donc, quand au mois d'avril, il se blesse, il doit être un peu dégoûté, quoi. Alors, il lui donne quand même le contrat, c'est quand même assez gentil. Comme tu dis, c'était assez cher, hein. Je crois que c'était autour des 20 millions par an, si je dis pas de bêtises. Mais oui, en plus, c'est le moment de sa free agency où il va exploser, mec non drafté, qui a jamais eu de gros contrat. C'est son moment et en fait, il se blesse, quoi. C'est un peu dommage. Mais il revient incroyablement vite aussi parce que la rupture du tendon d'Achille, c'est une des pires blessures pour un basketteur. Et je pense qu'il revient, il se blesse en mars, il doit revenir en décembre, quelque chose comme ça. Ouais, et il retrouve assez vite quand même un niveau très très correct, alors qu'on a vu des joueurs ne pas s'en remettre. Donc. Oui, tout à fait. Oui, et puis j'ai cité tout à l'heure, je crois qu'il a 34 minutes cette saison-là de moyenne. Enfin, c'est même pas il n'y a pas de load management, quoi. Et c'est comme ça d'ailleurs que, on l'a dit, un 7e plus gros total de minutes sur la décennie, c'est quand même pas mal. Bah ouais, donc c'est un monument de longévité et de valuable, je trouve, même si malheureusement la deuxième partie est moins valuable que la première, ou comme tu dis, c'est plus même, c'est un 3&D parfait, mais avec presque un peu plus que ça, quoi. Certains accents de scoreur un peu par-ci, par-là. Au niveau juste pour citer, au niveau des on-off, on a des on-off quasiment d'élite sur la première moitié de la décennie, notamment offensif. C'est là que ça joue beaucoup. Alors je sais pas à quel point, encore une fois, c'est lié au fait que les équipes de Portland faisaient tourner beaucoup titulaires et remplaçants ensemble, on va dire. Donc peut-être que ça joue aussi, je sais pas. Mais après, je voulais aussi te poser la question par rapport à comment tu évalues un peu son niveau défensif et son impact par rapport à d'autres joueurs un peu, soit en général, soit de son poste. Je saurais pas très bien dire. J'ai l'impression que c'est peut-être pas le joueur le plus non plus le plus switchable du monde non plus, même si j'ai jamais eu l'impression que la mobilité de Wes Matthews était son point fort absolu. C'est un joueur très solide et assez intelligent aussi off-ball. Toi, tu disais que c'était limite all defense parfois. Ouais, mais je suis peut-être un peu le choc la moyenne. Je sais pas, je saurais peut-être pas aller jusque là, mais peut-être que j'ai pas assez fait attention à sa défense non plus. Ça t'a pas frappé, genre c'est Tony Allen, quoi. Non. On n'est pas dans cette catégorie. Voilà, non, jamais, mais bon, ensuite, peut-être aussi que Ouais, ok. On n'est pas non plus dans du Kelly Oubre, quoi. Non. Non, mais je suis peut-être un peu plus chaud que la moyenne, effectivement, sur sa défense. Mais je suis peut-être aussi un peu moins chaud sur la défense de Klay Thompson. Mais pour moi, il n'y avait pas un écart si grand que ça, quoi. Ouais. Entre les deux, en tout cas défensivement. Évidemment, offensivement, tu pouvais faire plus de choses avec Klay Thompson et ça a duré plus longtemps. Mais je pense qu'il est plus proche de Klay Thompson que ce que les gens ne peuvent penser sur la défense. Je trouvais pas mal mobile, justement pas mal switchable, moi. Disons qu'il est très costaud au poste. C'est ça, ouais. Et tu vois, il avait c'était le poste 2, mais ça lui arrivait de prendre des gros ailiers, quoi. Ouais, donc, oui, je pensais plus en fait dans l'autre sens, en 1 contre 1 contre des meneurs. Bon, je sais pas, peut-être que... Non, c'était pas nécessairement un peu vulnérable aux meneurs explosifs, on va dire. Ouais. Effectivement. Mais non, effectivement. Après, pour nuancer un peu ce que je dis, je suis très chaud sur sa défense, un peu plus que la moyenne, on va dire. Mais quand même, voilà, c'est très cool, mais ça reste qu'un extérieur, on va dire. Oui.
Et notamment, on voit sur des saisons à Portland où ça fait pas les playoffs, lui est très bon, mais ça change pas la face de l'équipe. Alors que quand tu remplaces le pivot J.J. Jackson, tu le remplaces par Robin Lopez qui fait de la rim protection, qui pose des box-out et qui fait le travail à l'intérieur, bah de suite, oui, ça change l'équipe et ça fait les playoffs, quoi. C'est la différence, évidemment, de profil et d'impact entre un extérieur et un intérieur. Malheureusement, on n'est pas sur la même échelle. Mais donc voilà, et puis pour finir aussi avec le minutage en playoff, 1000 minutes sur les playoffs sur cette décennie, et c'est finalement assez peu. Il n'est que 133e total de la décennie, et à peine 1000 minutes et 52 matchs. Pour quelqu'un qui pourtant est le Ironman de la décennie, ou pas loin, c'est assez peu, parce qu'il fait des playoffs une fois en 2011, mais qu'un premier tour. 2014, ça fait 2 tours, mais ils se font balayer rapidement contre San Antonio, et encore, bon, je pense que ce Portland-Houston de 2014, c'est peut-être la mauvaise équipe, entre guillemets, qui a gagné la série. On va pas s'étendre dessus, c'est mon avis. Mais 2016, il fait un premier tour, 2019, il fait un premier tour avec Indiana, et 2020, dans la bulle, il fait 2 séries, mais finalement, c'est assez peu par rapport, on va dire, à quel point ses minutes de saison régulière sont incroyables, quoi. Ouais. Mais voilà. Du coup, classement, où est-ce qu'on le place? Toi, tu l'avais combien dans ta hiérarchie? Tu m'avais dit tu l'avais 3e, 4e? 4e. Moi, j'avais pris comme comparaison JJ Redick pour me situer par rapport à lui. Donc, je l'avais dans ces alentours-là, autour de Redick. Parce que je trouve qu'il y a une longévité à peu près équivalente, même s'il a plus de minutes. Et que Matthews est bien meilleur en défense, mais Redick, me semble, permet plus de choses en attaque par son côté, ses déplacements d'élite. Donc, je l'avais peut-être juste au-dessus de Redick. Ok. Donc effectivement, il va falloir faire descendre Nicolas Batum. Oui. Qui est pas loin d'avoir une décennie similaire, voire même un peu moins bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça m'embêtait de voir Batum si haut. Et pareil, Rudy Gay aussi. Autant je préfère avoir la décennie de Gordon Hayward, je pense. Autant Rudy Gay, à aucun moment je préfère la décennie de Rudy Gay à celle de Matthews. Mais je suis ouvert à l'idée de le monter plus haut, hein. Tu l'avais peut-être plus haut, toi. Non, mais moi, encore une fois, effectivement, Rudy Gay, ça me dérangera pas de le descendre à l'avenir si d'autres gens sont d'accord avec nous. Mais par contre, du coup, si on l'écarte un peu de l'équation, est-ce qu'on descendrait pas Batum maintenant? Parce que j'aimerais bien faire un tir groupé, et je sais pas, pour moi, elles sont assez similaires, hein, les décennies, finalement. Oui, je suis d'accord. Je sais pas, peut-être que l'impact of ball de Batum était quand même un peu meilleur parce qu'il est un peu plus grand, etc., un peu plus switchable aussi, mais bon, Batum n'a pas eu non plus l'impact offensif qu'avait Matthews, quoi. Ouais, même s'il avait le playmaking qu'avait pas Matthews, enfin. C'est vrai, supérieur, en tout cas, ouais. Mais il y a un peu cette même symétrie de les deux font 4-5 ans sympas à Portland, et puis ensuite c'est dans des mauvaises équipes, enfin des mauvaises équipes plus moyennes, mais tu vois, je trouve que les équipes de Matthews étaient moins mauvaises et lui était plus impactant que Batum, quoi, parce que même Batum, il a même pas la fin, quoi, tu vois, ça se finit mal avec Charlotte et tout ça, alors que Matthews... Non, c'est pour ça, moi, je trouve Batum vraiment trop. Plus j'y pense, plus je le trouve vraiment trop. Ouais. On va faire un reclassement. Parce que par rapport à Derrick Rose dont on a parlé tout à l'heure, toi, tu le mets quand même en dessous ou... Non, je mets au-dessus. Je mets au-dessus. Tu mets Matthews au-dessus de Rose? Ouais, je pense que je le mets au-dessus. Mais peut-être que JJ Redick est bas aussi, du coup. Et si on mettait Wes Matthews devant Batum? Oui, moi, ça me dérange et les pas. deux derrière Gordon Hayward. Ok. Actuellement, Batum est autour de la 18e place. Hayward est autour de la 22e. Donc on ferait passer Batum sous Carmelo, sous Kobe, sous Manu Ginobili. On fait la bise à Antoine. Finalement, t'as eu ce que tu voulais. Non, mais je suis un peu d'accord avec lui en plus au final. Donc ça me dérange pas même ça m'arrange de mettre Batum en dessous de Ginobili finalement. Est-ce que ça te va si on fait un truc comme ça? C'est pas trop délirant, non? Ouais. Non, ça me paraît assez logique. Et du coup, est-ce qu'on prend Gallinari aussi dans le reclassage ou pas? Moi, je le baisserais bien, mais c'est vrai que je l'ai mis haut Gallinari, alors que Gallinari c'est beaucoup de longévité, mais tu vois, il a pas le pic, on va dire, de Hayward qui a quand même 1 ou 2 saisons en tant que leader d'équipe, quoi. Oui, ça me surprend un peu de le voir si haut, mais c'est à cause de Nico, ça. Qu'est-ce qu'on a fait avec Nico? Ouais.
C'est à cause du surnom du rooster. Ouais, effectivement. Donc on va faire ça. On va mettre. On met Hayward devant quand même ou pas? Hayward. Oui, moi on met Hayward devant. devant. On va, donc c'est autour de la 20e place, on va dire. Gordon Hayward, juste en dessous Matthews, juste en dessous Batum, dans cet ordre-là. On est d'accord que sur cet ordre de Matthews au-dessus de Batum, a priori. Ouais. Et est-ce qu'on mettrait pas Gallinari aussi par là, du coup? Oui. Tant qu'à faire. Et comme ça, on a Gallinari à côté de Rudiger, ce que voulait Lucas. Donc, on arrive à contenter tout le monde. Ouais, c'est pas mal. Même si moi, Rudiger, je le mettrais encore plus bas, j'avoue. Mais... oui, je pense. Moi aussi, mais en tout cas, pour cet épisode, Lucas aura ce qu'il voulait. Et du coup, pour finir, petit quiz. C'est un qui est dans l'effectif, encore une fois. Et les équipes de Portland, on les connaît. Les Bucks, on les connaît. Les Lakers, on les connaît. Quoique non, il est pas passé aux Lakers cette décennie. Non, je suis allé prendre le Dallas. Le Dallas, pile la période un peu sombre, un peu moyennasse, on va dire, de la décennie. En tout cas, par rapport au standard un peu avant et un peu après. Le Dallas 2016. C'est l'équipe qui fait les playoffs en 2016, éliminée contre OKC au premier tour. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cette équipe de Dallas 2015-2016? Bon, bah, il y a Nowitzki. Ouais. Harrison Barnes arrive après. Hein. Oui. il est très très fun, hein, cet effectif. Tu connais tous les noms, mais tu dis « Ah oui, il était à Dallas, lui ». Il n'y a que des joueurs corrects, mais je vois très bien cette équipe. Que des joueurs corrects, mais aucun joueur super. Que des joueurs corrects que tu n'associes pas du tout à Dallas, d'habitude. Voilà, exactement. Et tu vois, je suis déjà bloqué. Donc Wes Matthews, Dirk. Alors, l'ailier. Il avait signé l'ailier assez cher en provenance de Houston un an avant. Ah oui, il y a Chandler Parsons. Chandler Parsons, effectivement. Le meneur. Alors là, le meneur, est-ce que tu te souviens? Meneur de New Jersey Brooklyn, qui était encore une star à l'époque. Ah, Deron Williams? Deron Williams, effectivement. Ah, oui, ils ont eu Deron Williams, mais 3-4 ans après l'avoir voulu en tant que superstar. Oui, qui était clairement sur la fin. Il était loin de son niveau. Il y avait un autre meneur que tu vas te dire, ah oui, il était passé par Dallas, lui. La rotation, c'était Deron Williams avec un autre qui a fait du New York, très bon à New York, ensuite échangé à Denver, ensuite Portland, ensuite de nouveau New York. J'allais dire Felton. Felton, exactement. C'est Felton. Exactement, bon. Raymond Felton était là. On avait un autre... Alors, Devin Harris était là, effectivement, encore un. On avait un autre meneur du classique de chez classique à Dallas. Il vient à peine de prendre sa retraite, d'ailleurs. Barea, effectivement. Donc, la rotation de meneurs assez intéressante. Oui. Je crois que c'est la rotation de meneurs où les 3 meneurs étaient nés le même jour. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ah oui? Oui, le même jour, la même année, je crois. Ça a vérifié ça, effectivement. À l'intérieur, donc, on avait quelqu'un géorgien, je crois. Le Palétain, le pays. Ah, Pachulia. Zaza Pachulia, effectivement. On avait quelqu'un que, d'ailleurs, tu voulais descendre dans le classement. Golden State. Monta Ellis. Non, l'autre. L'intérieur de Golden State. David Lee. David Lee était là. T'avais oublié, hein? Ah oui, alors là, vraiment, complètement. Quel effet le type bizarre. On avait... Attends, c'est pas fini. On avait un intérieur aussi tunisien. Ah oui, Salah Mejri. On avait un intérieur canadien qui est encore le pivot titulaire des Mavs et qui est venu dans le trade de Rondo. Canadien, explosif, qui joue encore avec Luka Doncic, là. Dwight Powell, effectivement. Il est déjà là en 2016? Ah ben, il était là en 2014 même. Il arrive dans le trade de Rondo. Ah bah dis donc. Ça doit être un des gars qui a le plus de longévité dans un effectif. Eh oui, tout à fait. Incroyable. On a un autre pivot qui vient de revenir à Dallas, si je dis pas de bêtises, qui entre-temps est passé... alors, il a commencé Wizards, un peu foufou, et puis ensuite Denver, il a fait les Warriors, il a gagné les titres aux Warriors. Javel Magui, effectivement. Javel Magui. Non, mais c'est n'importe quoi cet effectif. Alors là... C'est que des bouts de bois et ils ont construit une équipe qui fait les playoffs avec. Oui, c'est que des gens qui sont restés 1 an en plus. Ouais, pas loin. Et puis après, alors, bon, les autres, il y en a un, c'est un échec retentissant très connu de Détroit à la Free Agency 2009. Ah, c'est... Non, c'est pas Villanueva. C'est Villanueva, effectivement. Non, Villanueva est encore là en 2016. Oui, et je crois que le dernier que je peux te faire deviner, c'est un joueur qui a été plus souvent vainqueur du concours de dunk que sur des terrains NBA, qui jouait à Utah.
Je crois qu'il est double vainqueur du concours de dunk. C'était Jeremy Evans. Ah oui, Jeremy Evans, oui, qui a été drafté par Utah. Oui. Multiple vainqueur du concours de dunk, mais jamais une vraie place de NBA finalement. Et puis après, je t'épargne. Justin Anderson était là. Oui, si, Justin Anderson, oui, que j'aimais bien en plus à l'époque, oui, qui a joué aux Sixers après. Exactement. Avant, je sais plus. Et puis John Jenkins. Oui, un shooter qui venait d'Atlanta, non? C'est ça, arrière shooter d'Atlanta. Donc voilà pour cet effectif très marrant des Mavs. Ah oui, vraiment de brick et de broc. De brick et de broc, mais quand même plutôt compétent comme équipe au final. Oui, carrément. Plutôt compétent. Merci Dirk Nowitzki pour le spacing. Pas merci pour le quiz qui est difficile celui-là. Ah ouais, comme tu n'es pas Nico, je me suis dit je vais faire un quiz un peu dur, mais mais non, il était sympa celui-là. Ouais. Il fallait des indices, mais t'y arrivais.